bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Michel Titarev qui représente Les Échos. Les Échos, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un quotidien français. Le principal quotidien économique français, oui. C'est un quotidien économique français. Donc, est-ce que c'est un quotidien que l'on pourrait trouver ici aux États-Unis? C'est assez difficile de le trouver. C'est pour des raisons qui sont probablement liées à la façon dont il est distribué, puis aussi par rapport à l'actualité économique. Comme il faut au minimum 3 jours pour qu'il arrive ici, et l'actualité économique, comme c'est des sujets typiquement français, oui. Ça est un petit peu vite dépassé. Donc il n'y a pas un besoin. Il n'y a pas un véritable besoin pour suivre l'actualité économique française à partir d'ici. C'est pas le meilleur moyen, je pense. D'accord, donc c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait recevoir. On peut se le procurer, on peut prendre un abonnement et puis recevoir par avion, etc. Ouais. Mais c'est pour des besoins spécifiques, des besoins individuels, tandis que... Pour l'instant, il est diffusé en France, n'est-ce pas? Enfin, dans toute l'Europe, on le trouve dans le monde entier, si on veut, mais on le trouve pratiquement dans tous les pays européens, en particulier dans les pays où on parle français, bien sûr. D'accord. Quand tu dis un quotidien, c'est un journal, alors? Ah oui, c'est un quotidien. Il y a 6 numéros par semaine, il y a 600 000 cadres français qui le lisent tous les jours. 600 000? C'est très important. C'est le principal quotidien économique français. Parce que 600 000, ça c'est la distribution C'est ce qu'on appelle la diffusion, c'est-à-dire chaque journal a un nombre d'exemplaires vendus chaque jour, mais le nombre de lecteurs est supérieur à ce nombre d'exemplaires vendus. Donc il y a des ratios qui sont appliqués par tous les journaux, pour toute la presse. En moyenne, on multiplie, c'est ça, 3-4. Oui, c'est la même chose pour le câble. Ouais. Oui, pour les magazines, les mensuels ou les choses comme ça, le ratio est encore plus important. On multiplie par 6 en moyenne parce qu'on estime qu'un mensuel il a une durée de vie plus longue, et donc il y a plus de lecteurs dans le mois qui lisent le même numéro qu'un quotidien. Bien sûr, oui. Donc vous estimez que le nombre de lecteurs est à 600 000. Il y a à peu près 650 000 personnes qui cadrent en moyenne, qui lisent les Échos tous les jours. Oui. D'accord, et juste parce que les gens ne savent pas ce que c'est, c'est un quotidien qui s'adresse surtout au business français, au business international. La chose, il traite évidemment d'abord de l'actualité économique française, donc en profondeur, à la fois sur un plan d'actualité, l'actualité immédiate, donc les premières et les dernières pages du journal sont consacrées à l'actualité immédiate, et puis à l'intérieur du journal, il y a des cahiers, on appelle ça des cahiers, donc c'est des sujets thématiques qui reviennent une fois par semaine et qui traitent soit des hautes technologies justement, soit de la finance, soit il y en a un par jour, donc chaque semaine, chaque jour il y a un nouveau thème. Est-ce que tu trouves que dans les 2 dernières années, on parle beaucoup plus de technologie? Ah oui, c'est très net, oui, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici, c'est que le besoin... Il y a une spécificité dans les hautes technologies, c'est que presque tout ce qui se décide vient des États-Unis. Et pourquoi est-ce que tu penses que, justement, ce mot technologie, qui est assez vaste, mais pourquoi est-ce que tu penses que c'est une des industries qui s'est si développée ces 2 dernières années? Est-ce qu'il y a une raison? Il y a d'abord une justification technologique, c'est-à-dire la technologie avance très 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 vite, en particulier donc depuis 5 ans, et ces améliorations technologiques qui se font à une telle vitesse augmentent considérablement le nombre d'occasions de se servir de l'informatique. Donc il y a des industries ou des secteurs économiques qui aujourd'hui sont concernés par l'informatique et qui ne l'étaient pas il y a encore très peu d'années. Et en fait, on peut même prendre les choses par l'autre bout, c'est-à-dire dire qu'il n'y a pratiquement aucun métier où on pourrait dire on n'est pas concerné par l'informatique, y compris par exemple l'agriculture, ou même en France, presque tous les agriculteurs sont connectés via un Minitel à des services de prévision météo, des choses comme ça. Donc, il n'y a pratiquement aucun métier que ce soit les professions libérales ou de n'importe quoi. Est-ce que, en parlant du Minitel, est-ce que les Échos sont sur l'Internet? C'est une bonne question. La réponse est non pour l'instant, et oui, probablement d'ici la fin de l'année. Ah d'accord, France Online l'aura peut-être? Oui, peut-être. Ça, c'est des choses qui c'est pas certain, parce que
Les Échos appartiennent à un groupe de presse anglais, le groupe Pearson, qui possède aussi le Financial Times, le quotidien britannique. Et ils ont leur propre projet. Enfin, le groupe a un propre projet de diffusion sur Internet. Donc, pas forcément d'appartenir à un autre fournisseur d'informations ou à un autre réseau avec d'autres quotidiens, mais son propre service. Donc, le groupe Personne dans son ensemble est en train de développer une offre qui sera donc toutes les publications du groupe, donc à la fois en français, en anglais, et des newsletters, tout un tas de... D'accord. Est-ce que donc les Échos voudraient traduire leurs produits en anglais? Non, ce sera parce que il y a par exemple le Financial Times donc est en langue anglaise, donc ce sera une offre globale. Ce qu'on voudra lire en français, on le lira dans les Échos, et ce qu'on voudra lire en anglais, on le lira dans le Financial Times, enfin dans les articles du Financial Times. Ah d'accord, donc les Échos ne seront pas traduits. Il n'y a pas de raison de traduire les Échos en anglais, parce que ça traite de l'actualité française et que c'est donc principalement lu par des cadres français ou francophones. Donc, En parlant de traduction, elle parlait de traduction de software. Je suis en train de travailler avec quelqu'un qui vend des CD qui traduit les langues. Oui. Et donc, il y a des gens qui disent que la traduction n'est pas aussi bonne que de automatique, traduire. non. Franchement, je ne crois pas que sur le marché il existe beaucoup de produits en micro-informatique. Même dans les grands systèmes, c'est un petit peu différent, mais la traduction automatique n'est pas excellente au sens d'un article dans un journal. On peut très bien traduire de la documentation technique ou des phrases ou des lettres, par exemple, des choses qui sont très simples et qui ne nécessitent pas de phrases très longues, mais un véritable article où il y a un petit peu de recherche dans la façon d'écrire, et puis aussi des sujets qui sont très pointus, où il faut connaître le contexte. Les systèmes de traduction automatique ne sont pas capables de oui, c'est peut-être juste pour des lettres de business. Donc, oui, c'est ça. Et puis, ou alors très technique, la documentation technique, il suffit de mettre un vocabulaire précis dans la machine, et puis ensuite, après, elle sait traduire. Mais prendre un traducteur pour traduire tous les articles d'un journal, il n'y a aucune machine qui sait faire ça aujourd'hui. D'accord, il faudrait trop de supervision. C'est-à-dire trop de... Oui, c'est ça, c'est trop complexe pour l'instant. Il faut vraiment encore attendre une nouvelle amélioration technologique, et puis donc on pourra ajouter, avoir des machines plus puissantes, donc enregistrer plus de règles de traduction, plus de vocabulaire, et donc peut-être un jour on y arrivera, mais c'est encore dans quelques années. D'accord, justement en te regardant, j'aurais dit que ce serait Marie-Tristan qui aurait dû représenter les Échos et toi peut-être représenter quelque chose de plus technique. Mais est-ce que ta formation est technique? Non, elle est plutôt économique. J'ai fait des études universitaires en économie. Ensuite, après, j'ai appris le métier de journaliste sur le tas. D'accord, donc ta formation, tu n'es pas ingénieur. Il est vrai que j'ai aussi, à un moment donné, fait quelques études informatiques, et ensuite j'ai travaillé dans une société d'informatique un petit peu parce que je me destinais aux technologies, donc j'ai voulu un petit peu savoir de façon plus précise comment ça se passait, l'univers en fait de la production informatique, du secteur économique. Donc toi, tu te concentres pour les Échos, sur les articles de la Silicon Valley? Essentiellement, oui, je suis l'activité économique des sociétés de haute technologie dans la vallée. Et il y a beaucoup d'articles à écrire? Ah oui, il y a beaucoup d'articles à écrire. D'accord, donc il y a du travail sur la planche, quoi. Enfin, Ah oui, ça, au contraire, j'ai plutôt du mal à pouvoir traiter tous les sujets. Est-ce que c'est difficile pour toi de te dire bon, ça c'est trop similaire, ou ça c'est pas, est-ce que la variété est assez grande, c'est-à-dire je m'appuie un petit peu sur l'expérience d'avoir été journaliste en France auparavant dans ce secteur-là pour savoir si oui ou non tel sujet doit intéresser les lecteurs français, et comment et pourquoi. Donc en fait, au travers une information qui est offerte à tous les journaux américains, tous les journalistes, moi j'essaye de la traiter en fonction de ce qui peut intéresser les Français, donc en appuyant sur certains sujets plutôt que d'autres. Et est-ce que tu obtiens des feedbacks, c'est-à-dire des gens qui te disent on ne veut plus entendre parler de ça, ou on veut entendre parler de ça de plus? Non, ça pas tellement, mais c'est pas non plus. C'est la même chose en France. Les journalistes dans les rédactions entendent rarement leurs lecteurs. Oui, non, mais je comprends. Mais c'est comment veux-tu savoir si tu touches à un point qui les intéresse? C'est difficile. C'est difficile de répondre à ça. Moi, je le sais parce que je suis en contact permanent avec la rédaction à Paris, donc. Ils vous disent oui, c'est bon. Voilà, c'est plutôt moi qui ai l'initiative puisque l'actualité est ici, donc je présente tout un tas régulièrement des nouveaux sujets. D'accord. Et comment tu pourrais par exemple comparer
la technologie en France avec la technologie d'ici? Est-ce qu'elle est similaire ou bien est-ce qu'il y a des choses qui se passent ici qui ne se passent pas du tout en France? Presque tout se passe ici, c'est vraiment pour ça que je suis là. En fait, ce qui se passe en France, c'est que malheureusement, malheureusement. Non, mais parce que justement, ce sont les Français qui viennent ici avec leur oui, les diplôme Français sont d'ingénieur nombreux, ils et apportent qui se beaucoup de développent choses ici. ici. Oui, absolument. Et donc, en retour, ils ramènent quelque chose vers la France? Je ne crois pas qu'on puisse dire que les compétences françaises repartent vraiment. Il y a quelques cas où des informaticiens ou des ingénieurs français ont travaillé dans quelques années dans la société de haute technologie puis qui sont repartis créer une entreprise en France. Il y a des cas comme ça, mais enfin, je ne pense pas que ce soit le cas général. Il se trouve que cette industrie est très 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 américaine et donc même les sociétés d'informatique françaises, enfin, qui sont en France sont presque toujours des filiales de ces groupes américains, dans lesquels évidemment en France il n'y a presque que des Français, il y a beaucoup de Français. Mais aussi autant comme la compagnie de Marie Tristan, c'est l'opposé. Ça, c'est un petit peu différent parce que là, je parlais de l'industrie elle-même, c'est-à-dire avant tout la fabrication des ordinateurs, tout ce qu'on appelle le hardware, le matériel. C'est ici. Donc ça, c'est américain, c'est aussi en partie japonais, mais enfin, c'est surtout américain, 70% ça doit être américain. Il est vrai que dans le domaine du logiciel, de l'expertise, du consulting, des hautes technologies, il y a beaucoup les Français ont d'excellents ingénieurs et que, bien sûr, il y a une demande locale en France. Donc il y a beaucoup de sociétés, on appelle ça des sociétés de services en informatique. D'accord. Et c'est pas ça surtout que tu couvres, enfin que tu représentes? Si, ça aussi ici, bien sûr, mais il est vrai qu'encore une fois, les technologies sont inventées ici, elles sont testées ici en premier dans les entreprises, et donc ce qui intéresse les entreprises, les cadres français, les entreprises françaises, c'est de voir d'abord comment elles arrivent, comment elles sont inventées, à quoi elles correspondent, à quoi elles vont servir, et ensuite aussi comment les entreprises américaines les utilisent. Parce que ça, c'est une expérience, c'est pour ces entreprises françaises quelque chose de très important, puisque ces technologies vont arriver avec un peu de retard en France, avec un petit peu de délai. Donc au moment où elles vont arriver, s'ils ont déjà eu des reportages, compris comment c'était déjà utilisé dans les entreprises américaines, pour elles c'est des choses importantes, c'est des éléments d'information importants. Oui, par exemple dans le cas de la compagnie de Marie Tristan, donc ils utilisent la technologie américaine pour mettre le software sur un hardware américain, c'est ça? Oui, d'après ce que j'ai compris, le logiciel est français et oui, l'ordinateur. Mais le langage, par contre, est américain, c'est ça? Je crois que le langage ADA est inventé par un ingénieur français à l'origine. Ouais. Et le nouveau langage les langages, c'est plus, je ne sais plus si c'est des langages très... Donc ça peut être, disons, une coopération entre les inventions françaises, américaines, qui forment un tout? Oui, dans ce secteur, l'expérience ici montre que, en fait, le côté nationalité perd un petit peu de sa... Ça n'a aucune importance. Non, ça pas vraiment. C'est un petit peu transparent parce que il est vrai que un ingénieur français vient s'intégrer ici dans une société américaine, mais en même temps, un produit américain. Après, il peut apprendre quelque chose et puis même sans même repartir en France, il va créer une société ici et puis il va vendre avec cette société, il va vendre son produit en Amérique, mais aussi en France. Alors après à qui ça a profité, quelle nationalité ça a, c'est un petit peu, parce difficile. Que ce qui compte, c'est où la société a été créée finalement. Oui. Et non en fait, justement, ça dépend quels critères on prend, si les bénéfices, si la société fait son chiffre d'affaires dans tel pays, si les bénéfices restent dans ce pays ou sont réinvestis ailleurs. La création de la richesse, c'est tout un sujet justement économique. Donc, ça dépend de quels critères on utilise pour mesurer ça. Non, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui ont créé des compagnies américaines, donc le produit est américain. Oui. D'accord. Oui, mais en même temps, si par exemple ce produit a beaucoup de succès en France, et donc il va être vendu par la filiale française, la filiale française est une société française, donc c'est une société française. C'est les deux, oui. Après, il faut savoir si la société fait des bénéfices et qu'on rapatrie les bénéfices aux États-Unis ou pas. Enfin, bon, c'est pour ça que c'est assez difficile de tout résumer ou d'essayer de... On ne peut pas résumer ça en quelques mots, ça dépend du critère qu'on utilise pour mesurer. Est-ce que, enfin, je sais pas, la dernière fois on était au meeting du DBF et ce monsieur qui parlait disait qu'il y a eu beaucoup d'importations d'ingénieurs de la France vers les États-Unis. Oui. Est-ce que la France continue d'être un exportateur d'ingénieurs? Très très fort, oui. On a d'excellentes écoles d'ingénieurs. Il
il y a des grandes écoles. C'est d'ailleurs une notion qui est spécifique à la France, ces grandes écoles polytechniques ou autres, et c'est des choses qui n'existent pas vraiment, enfin pas de la même façon. Donc c'est l'exportation de matières grises, comme on dirait, c'est ça? On peut dire ça, on peut même parler de fuite de cerveau, mais enfin, encore une fois, c'est difficile parce que les sociétés sont elles-mêmes des sociétés multinationales, donc à quel pays profite la richesse de la société, c'est difficile à dire. Mais enfin, il est vrai que le courant qui consiste à utiliser des compétences. Mais d'ailleurs, c'est spécifique de la Silicon Valley parce que bien sûr, donc on trouve beaucoup d'ingénieurs français, pas seulement des ingénieurs d'ailleurs, mais il y a aussi beaucoup d'Européens d'une façon générale. Il y a beaucoup d'Asiatiques. Il y a beaucoup de ici, en fait, dans la vallée, on peut pas faire plus diversifié comme. Et toi, tu te concentres sur sur tous, un peu de tout, quoi. Ben moi, j'essaye de suivre tous les sujets économiques qui pourraient intéresser les lecteurs français. Et en pratique, dans la Silicon Valley, c'est 70% des cas, c'est des sociétés d'informatique ou de haute technologie. Mais j'ai pas de... Et je sais que aussi, en fait, tu m'avais mentionné que tu faisais une newsletter. Oui. Et donc, sur cette newsletter, tu interviews des chefs d'entreprise, etc. Oui. Et est-ce que, donc, d'après le nombre d'interviews que tu as fait, est-ce que tu as interviewé plus d'Américains ou plus de Français? Probablement tout de même plus d'Américains, mais mon critère, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui se passe ici, qui se passe pas ou pas encore en France. Donc il y a des dans les ton but est d'informer, n'est-ce pas? Ben oui, surtout sur ce qui n'existe pas en France. La spécificité américaine, la raison principale d'être ici, c'est ça, c'est de rencontrer des gens qui développent des produits ou des technologies ou qui les utilisent. Et donc c'est ce qui n'existe pas encore en France. Donc si c'est des Français, c'est très bien. Si c'est des Américains, la plupart du temps c'est des Américains évidemment. Mais en général, les gens que tu rencontres, s'ils sont américains, oui. Je suis sûre qu'ils ont tous des projets d'exporter vers la France. Et d'ailleurs, ils le font, oui. Ils le font? Oui, d'accord. Donc, oui, la France est devenue probablement le deuxième ou le premier, même peut-être dans les hautes technologies, peut-être même le premier marché d'exportation en Europe, ça c'est probable. Oui. D'accord, donc c'est déjà dans leur plan de laisser... Beaucoup de compagnies américaines préfèrent commencer par l'Angleterre parce que c'est plus facile au niveau de la langue, évidemment. Okay. Mais le marché français est plus important que le marché britannique dans presque tous les cas. Donc souvent ils utilisent, quand ils n'ont pas choisi la Grande-Bretagne pour des raisons de langue, ils établissent leur quartier général européen en France ou en Allemagne, mais très souvent en France parce que justement par exemple à Paris, géographiquement c'est très intéressant d'être localisé centre, là. Oui. Enfin, du point de vue... Donc il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup de filiales européennes, européennes qui sont de sociétés américaines qui viennent s'implanter autour de la région parisienne. Oui, oui. Et étant donné que maintenant la France c'est donc l'Europe, oui. Est-ce que Paris est toujours un des meilleurs centres de choix, enfin une des oui. villes de choix Oui. Parce que je sais qu'il y a la plus grosse compétition, c'était l'Allemagne, n'est-ce pas? Oui, puis il y a Londres. En fait, ce qui compte beaucoup pour ces sociétés, ces multinationales, c'est la façon dont elles vont pouvoir se déplacer. Donc en fait, qu'il puisse y avoir beaucoup de moyens, des grands aéroports avec beaucoup de vols, et que depuis ces aéroports, on puisse facilement rejoindre la capitale. C'est des choses qui sont très très importantes, et en fait, que Paris desserve mieux Bruxelles que Londres pourrait être un critère déterminant pour s'installer à Paris plutôt qu'à Londres, en fait. Et de servir et de ce point de vue-là, oui, de ce point de vue-là, enfin là, c'est plus tellement la Silicon Valley, mais de ce point de vue-là, Paris est très bien placé. La région parisienne s'est aussi dotée de beaucoup de moyens d'hébergement. Donc il y a beaucoup de capacités d'accueil, d'organisation de séminaires internationaux, de choses comme ça. On peut très facilement réunir 3 ou 4 000 dirigeants du monde entier à Paris pour organiser quelque chose. Et donc souvent on a la raison de ces manifestations. Et comment tu détermines, enfin, étant donné que ta formation n'est que économique, quel produit pourrait être de valeur à être connu par la France? Ça c'est mon expérience de journaliste informatique quand même. J'ai fait ça depuis une dizaine d'années. Donc tu te dis, bon, si la compagnie est importante ici, elle devrait aussi... A priori, je devrais à peu près savoir si telle technologie peut intéresser le marché français et pourquoi. De toute façon, dans l'informatique, on utilise de moins en moins le critère de la technique elle-même pour savoir si c'est intéressant ou pas. Ce
qui est plus simple, c'est de savoir si les entreprises l'utilisent et si elles en sont contentes ou si elles font quelque chose de mieux que ce qu'elles faisaient avant avec. Donc ça, c'est un bon critère. À partir du moment où ces entreprises-là, ou l'équivalent de ces entreprises existe en Europe, c'est assez facile d'imaginer que ça va intéresser les Européens. Et dans ta newsletter, donc, tu fais quelque chose de plus personnel, étant donné que tu es libre de faire ce que tu veux dessus. Oui. Est-ce qu'il y a un changement? Oui, il y a un changement parce que le lectorat est un petit peu plus étroit que les échos. Les échos, il faut intéresser donc plusieurs centaines de milliers de cadres qui s'intéressent aux technologies, mais en général plutôt en tant qu'utilisateur et non pas en tant que technicien. Ouais. Alors que la newsletter, elle est plus ciblée? Oui, parce que les abonnés sont des patrons informatiques de très grandes entreprises françaises. Et eux sont d'abord des techniciens, et ce qu'ils veulent vraiment savoir, c'est comment la technologie évolue pratiquement au jour le jour. Donc en fait, on donne des informations qui sont pas forcément plus techniques au sens langage de programmation, par exemple, mais qui sont expliquer quelle nouvelle version d'un produit vient d'arriver sur le marché, des choses comme ça. Donc, Windows 5. Oui, c'est ça. Oui. Alors on explique un peu plus les enjeux technologiques, disons. D'accord. C'est à la fois plus étroit et peut-être plus précis parce que... Et ta newsletter est mensuelle Non, elle est bimensuelle, donc je fais 16 pages tous les 15 jours. D'accord, ça consiste à une interview, c'est ça? Oui, il y a beaucoup d'enquêtes, de reportages, un petit peu comme ce que je fais sur les échos, pour les échos, mais également j'ai passé des accords de traduction ici avec des groupes de presse américains parce que... Pour leur donner le même article? Oui, parce que dans certaines, enfin la plupart de ces journaux ont d'excellents journalistes. Ils veulent bien savoir, ouais. Et donc ils ont fait des enquêtes sur des sujets qui peuvent vraiment directement intéresser les Français. Donc j'ai des accords de commerciaux, de copyright. Et ils vous donnent l'interview ou l'article? Oui, en fait, ils le vendent, en fait. Ils vous vendent l'article? C'est comme si je faisais, au lieu d'acheter un article à un journaliste, par exemple, eh bien, j'achète l'article déjà écrit au journal directement. D'accord, et vous traduisez. Voilà. D'accord, et ta lettre, donc, est plutôt vers la France, n'est-ce pas? Elle est exclusivement c'est tout écrit en français, c'est fabriqué ici et c'est envoyé électroniquement en France tous les 15 jours. Et pratiquement 48 heures après qu'elle soit bouclée, comment dire, enfin terminée, et d'écrire. Est-ce que c'est les échos qui la distribuent? Non, c'est complètement indépendant des échos. C'est indépendant? Ouais, d'accord, donc tu as formé une branche à part. Oui, c'est ça. D'accord. Je pense que en tant que futur de ta compagnie, tu m'avais dit que tu voulais peut-être te lancer vers l'audiovisuel, c'est ça? C'est-à-dire tu as le moyen maintenant. Oui. Mais il est vrai que pour les Français, pour les utilisateurs ou les patrons, enfin les responsables informatiques en France, la Silicon Valley, c'est quand même encore très très loin. C'est l'autre monde, enfin c'est l'autre côté du monde. Donc, ça fait très mystérieux. Alors la vidéo est un moyen à la fois à mon avis, un outil à la fois qui peut être très puissant parce qu'il peut être complémentaire sur le plan par rapport à l'écrit, des rapports, des analyses. Et en même temps très, très attirant parce que justement on met un visage sur les noms des grands patrons informatiques, enfin des patrons de sociétés informatiques ici. En général, tes articles sont accompagnés par une photo ou pas nécessairement? Non, dans les échos publient pas de photos, par contre ils publient des dessins, donc en fait il y a des dessinateurs aux échos mais c'est une pratique qui est très courante dans les journaux économiques, le Wall Street Journal ou même le Financial Times, enfin, ils font beaucoup de pareil, c'est comme ça. Alors donc moi pour le quotidien des échos, j'en vois pas de photos. Il n'y a pas d'audiovisuel, il n'y a pas plutôt de visuel. Non, il y a pas de. Il y a des graphiques évidemment. Il y a des graphiques. Okay. J'en vois des graphiques, des schémas, des courbes. Donc c'est bien que tu veuilles aller un pas plus. Enfin, oui, je crois. Puis en plus, en suivant les technologies, je me rends compte que ça sera de plus en plus facile d'envoyer de l'image parce qu'en fait, il suffira on pourra très bien incorporer des interviews sur des disques, des CD-ROM qu'on peut lire avec un micro-ordinateur. On pourra bientôt utiliser la vidéoconférence à partir de son PC. Donc en fait, on pourra bientôt envoyer des interviews directement d'ici et les par l'internet, oui. Oui, enfin par un réseau télécommunication, quel qu'il soit. Et donc en fait, il est clair que
l'amélioration de ces technologies permettra une meilleure diffusion de l'information. Pour aujourd'hui, ce qui limite la diffusion, enfin l'utilisation de l'image, c'est surtout la vitesse des réseaux qui n'est pas assez importante pour permettre justement de diffuser pratiquement à la demande des reportages comme ça. Mais on peut imaginer que d'ici un an ou deux, maximum, en tout cas ici aux États-Unis, ce sera disponible. Oui, il y a des projets même. D'ailleurs, le patron de France Online, sa formation initiale, c'était l'audiovisuel. Oui. Et donc, il a aussi des projets dans 1 ou 2 ans de se lancer là-dedans. Donc l'intérêt d'être ici, c'est justement on peut voir ça éclore, enfin, se développer. Donc j'ai l'intention d'en profiter, d'utiliser ces technologies pour démarrer une autre oui, ce sera certainement comment s'appelle ta newsletter? Information technologie, c'est à la fois français et anglais comme appellation. Ah d'accord, donc la partie audiovisuelle sera peut-être du même sens ou une dérivative de... Probablement, enfin ce sera, je ne sais pas encore bien sûr, mais je pense que ce sera diffusé sur CD-ROM, sur ces petits disques qu'on enverra directement aux entreprises. Là encore, ce sera effectivement plutôt le public d'une newsletter que le grand public, bien qu'on puisse imaginer des émissions de vulgarisation d'informatique pour des chaînes françaises. Mais enfin, un peu plus populaire. Oui, c'est ça, avec des sujets un petit peu plus grand public, avec des choses comme ça. D'accord. Bon, je pense que tu nous as un peu expliqué pour finir, pour ramener le sujet vers les échos. Les échos donc couvrent toutes les industries, n'est-ce pas? Oui, absolument. Oui. Et la tienne, tu te concentres sur celle de la technologie. Plutôt sur les technologies. Dis-nous peut-être une des dernières nouvelles avant de finir. Quelles étaient les headlines de la semaine dernière? On attend pour le début de la semaine prochaine, donc pour le début du mois d'août, la prise que le gouvernement américain attaque Microsoft pour l'empêcher de sortir son prochain système d'exploitation qui doit arriver le mois prochain pour un abus de position dominante. Et donc si cette nouvelle arrive au début du mois d'août, il est possible que la sortie du produit que l'industrie informatique attend depuis 2 ans soit encore retardée de quelques mois. En tout cas, si c'est le cas, ce sera un procès qui aura beaucoup de retentissement parce que ça sera le premier procès, la première affaire entre le gouvernement américain et une société qui domine l'informatique, qui ira jusqu'à un procès. Il n'y a pas de cas encore jusqu'à présent que ce soit allé jusqu'à un procès, mais il semble que... Pour avoir le droit de combiner les deux, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que Microsoft voudrait ajouter dans son système d'exploitation, le gouvernement américain n'a rien à reprocher à Windows 95, mais Microsoft voudrait en profiter pour ajouter un service d'information online. Et le gouvernement américain prétend que c'est un abus de position dominante parce qu'en fait le système d'exploitation sera diffusé pratiquement dans tous les ordinateurs. Donc ceux qui diffusent déjà des systèmes d'information online ont plus de mal pour les rajouter et les faire rajouter aux constructeurs ordinateurs. Ah oui, bien sûr. Donc ils prétendent, eux, que Microsoft profite du fait qu'il est le numéro 1 et qui vend des systèmes d'exploitation, qui met ces systèmes d'exploitation dans tous les ordinateurs. De l'imposer parce qu'évidemment après ce système d'information online, ce sera très facile de s'abonner, de se connecter. Il suffira d'appuyer sur une touche. Je pense que du point de vue pratique et non économique, c'est bien. Mais du point de vue, bien sûr, de la compétition, bien sûr, je comprends que toutes les compagnies disent non. Oui, il y a un petit peu de tout. Il est vrai que Microsoft se profite de sa taille et de sa position sur le marché. Il y a aussi un petit peu d'hypocrisie de la part des concurrents parce que ils ont aussi eux-mêmes beaucoup de moyens de diffuser gratuitement leurs logiciels par la poste, par tout un tas de moyens. Oui, je les reçois gratuitement, oui. Donc ça, il y a des analystes ici qui disent que les concurrents de Microsoft préfèrent utiliser le gouvernement américain que les lois du marché pour concurrencer Microsoft. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc j'ai un peu suivi l'affaire, je me connais un petit peu. Donc c'était Michel Titarev qui représente les Échos. On a un peu touché à la branche qu'il représente, c'est-à-dire la technologie, n'est-ce pas, de la Silicon Valley. Et puis on a un peu expliqué ce qu'est les Échos. Et puis on a un petit peu parlé un petit peu de la newsletter, l'information technologique. L'information technologique. Ok, merci beaucoup Michel. Merci. Et bien sûr au plaisir de faire peut-être quelque chose avec toi du point de vue audiovisuel. Pourquoi pas. Bonsoir. Bonsoir.